Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une Je constance ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans La Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Myriam Bafou. En fait, en tant que femme, assignée femme, reconnue femme, auto-identifiée femme, je dois dealer avec cette histoire de féminité. En fait, j'ai pas le choix. Peu importe que je m'en détache, que je l'assume, que je la rejette, c'est pas négociable en fait. L'autre jour, j'étais interviewée par un journaliste, Annélie Victoire, pour le média Tapage. Il me posait la question de pourquoi, ces derniers temps, on voyait émerger beaucoup de livres féministes contenant des passages écrits à la première personne. Il faisait référence notamment à mon livre à moi, Futur donc. Vous remarquerez comme je vous parle subtilement de mon travail dans chaque introduction de podcast ces derniers temps. J'espère que vous me pardonnez. Mais il renvoyait aussi à d'autres récits dans lesquels s'entrecroisent des réflexions théoriques et militantes et des bribes de récits intimes. Sur le coup, j'ai eu l'intuition que c'était pas forcément si nouveau. En creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était un geste féministe qui ne datait pas d'hier. J'ai pensé aux Argonautes de Maggie Nelson, mais aussi au travail de Simone de Beauvoir, qui s'est toujours appuyée sur sa propre expérience d'être femme pour philosopher sur ce que c'est d'être une femme. Mais c'est vrai, ces derniers temps, la production féministe s'illustre beaucoup par ce genre d'écrit, notamment le livre de Myriam Bafou, Des paillettes sur le compost. C'est elle, mon invitée dans cet épisode, et je suis tellement contente que vous puissiez entendre sa voix. Son travail fera date, croyez-moi. Dans ce livre, vous allez l'entendre, elle fait la prouesse de rendre l'écoféminisme clair et accessible. Et cette prouesse, elle l'accomplit en s'appuyant sur sa propre expérience. Bref, l'intime et politique. C'est vrai qu'on l'a beaucoup répété ces dernières années. C'est vrai qu'on a beaucoup vu émerger de récits à la première personne, des récits bruts de vécu, un peu comme ceux qui se déroulent dans La Poudre depuis 6 ans. Quand on y réfléchit, MeToo, moi aussi, c'est le même geste, celui de témoigner à la première personne des violences qu'on a vécues. Peut-être que maintenant, en 2022, on est en train d'atteindre le stade suivant, celui de la politisation de nos récits, pour rendre l'individuel indéniablement universel. Avec Myriam Bafou, on a parlé de classe, de collants résille et de terre lesbienne. Myriam Bafou, tu es écrivaine, travailleuse du sexe et chercheuse en philosophie féministe. Tu es en train de faire une thèse à l'école doctorale en sciences humaines et sociales d'Amiens en co-tutelle avec l'université d'Ottawa. Tu es aussi en train de devenir l'une des penseuses politiques les plus marquantes de notre époque. Je t'ai reçue il y a 1 an au Carreau du Temple à Paris pour la conférence inaugurale du cycle Futur qui était consacré aux pensées écoféministes. Je voulais commencer avec toi parce que pour moi, tu es le futur. Et pas uniquement en raison de ton jeune âge, tu as 28 ans je crois, c'est ça, mais aussi de ta faculté à articuler une pensée écoféministe sans lâcher d'un seul doigt les rênes queer et décoloniaux de ta monture. C'est un geste qui soulage, qui vient secouer l'hégémonie blanche, parfois un peu essentialiste, qui prédomine dans les médias quand on dit écoféministe. Mais voilà, au Carreau du Temple, les conversations sont assez deep, un peu intello, avec beaucoup de mots en isme. Et je me souviens qu'après ta conférence, le public était sorti un peu sonné, un peu éberlué, avec l'impression d'avoir pris une grosse claque dans la figure, mais de ne pas avoir bien compris comment et pourquoi. 1 an plus tard, tu publies Des paillettes sur le compost aux éditions Le Passager clandestin, un livre qui vient donc tout juste de sortir. C'est un petit livre joyeux,
écrit dans une langue orale, directe, et qui décrit où se nichent les écoféminismes dans ton quotidien. Dans la cabine de l'esthéticienne où tu te fais épiler ton maillot semi-intégral, dans les communautés militantes du sud de la France où tu te réfugies parfois, dans une chambre d'hôtel à Pigalle. Tu offres une lecture politique de ton intime. Et de cette balade dans ta réalité, on sort avec une compréhension nette de ce que signifie ce mot galvaudé, écoféminisme. Et pour ça, merci. Parce que je sais, pour m'y être attelée souvent, que c'est super, super difficile d'écrire sur l'écoféminisme. C'est super dur de définir l'écoféminisme. C'est un objet qui glisse toujours entre les doigts, qui embarque facilement dans des longs discours à tiroirs, dans des spirales imbitables, voire un peu délirantes. Et là, tu as réussi à dire les choses avec une clarté confondante. Est-ce que ta volonté de dire l'écoféminisme, ou plutôt les écoféminismes, venait de là, de cette difficulté à le dire autrement ? Oui, je pense qu'il y avait... Déjà, merci en fait. Genre, j'ai jamais eu un truc aussi dithyrambique en face de moi comme ça. C'est extrêmement... ça fait du bien. C'est rare dans la vie que des gens se mettent en face de vous et vous fassent autant de compliments comme ça dans les yeux. C'est super, donc merci. C'est mon plaisir. Et non, je trouve ça joli aussi de le faire 1 an après. Parce que c'était vraiment quasiment à la même date en fait. Quand c'était vu, c'était fin septembre, on est début octobre. Donc il y a comme tout un cycle qui s'est fait, en tout cas pour moi, et j'imagine pour toi aussi, et pour les écoféminismes aussi en fait. Ça c'est comme ça a avancé, ça a été digéré, ça a été comme tu dis galvaudé, et maintenant on en est là. Donc j'aime bien le fait que ce livre arrive en fait 1 an après notre dernière discussion sur les écoféminismes. Et donc oui, pour répondre à ta question, il y avait une volonté de clarifier, c'est clair. Et j'aime pas trop dire ça parce que le livre n'a pas été écrit dans l'optique de répondre à, parce qu'en fait j'aime pas produire des choses en réponse en fait aux ennemis, ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai plutôt envie de mettre la lumière sur ce qui se fait déjà de marginal ou qui mérite l'attention en fait, plutôt que de dire je fais quelque chose en réaction à. Mais ça serait malhonnête de dire que ça ne faisait pas partie de l'écriture du bouquin, que de clarifier en fait à un endroit, de dire ça n'est pas ça en tout cas. Aujourd'hui, je saurais toujours pas donner une définition parfaite des écoféminismes, mais je sais de plus en plus ce que ça n'est pas et où je n'ai pas envie de les porter. Et où pour moi-même, ça serait dangereux politiquement de les porter, en fait. Et plus j'avançais, et plus je me disais, OK, cette voix, elle doit être de plus en plus entendue, parce qu'en fait, les écoféminismes sont en train d'être avalés, digérés, lissés, neutralisés, politisés institutionnellement, dans des endroits qui, moi, ne me vont pas. Et c'est pas pour refaire une nouvelle théorie totalisante, en fait, en disant, voilà où doivent être ultimement les écoféminismes, mais de partager l'espace, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers une pensée qui ne partage pas l'espace et qui associe les écoféminismes à quelque chose de... Oui, très, je sais pas comment dire ça, très gentil, très lisse, très doux, très harmonieux en tout cas, voilà. Pas forcément gentil dans la forme, ça peut être un petit peu enragé, voilà. On les tolère un petit peu, les actions un petit peu, même pas violentes, mais radicales. Mais le but ultime, c'est l'harmonie en fait. Et moi, ce que je dis, c'est que même ça, en fait, c'est à remettre en question. Il y a plein d'espaces, d'endroits et de pensées qui sont complètement dissonantes et en désaccord avec cette idée d'harmonie et de nature qui doivent être visibilisées dans les écoféminismes. Et en fait, j'ai vu que la théorie ne marchait pas. Donc, même si je sais pas si c'est la chance ou la malédiction de faire une thèse. Mais en tout cas, dans mes études au quotidien, j'essaye de traduire ça théoriquement. En fait, ça marche pas. C'est pas possible. Enfin, les mots, les concepts, la philosophie, à un endroit, en fait, il y a quelque chose d'indicible parce que ça vient au niveau du corps. Et donc, c'est pour ça que la philo féministe, pour moi, elle est hyper essentielle parce qu'elle part du corps, en fait. Enfin, elle n'oublie pas le corps, en tout cas. Du coup, en écrivant le livre, je me suis dit, bon, la philo ne marche pas, la théorie ne marche pas, enfin, pas complètement. Du coup, en fait, la meilleure manière de le transmettre, c'est de partir des expériences personnelles. Parce que là, t'es pas en train de dire une vérité totale, mais on peut pas te nier cette vérité non plus. Et en fait, si toi, tu t'identifies en écoféministe à cet endroit, à cet endroit et à cet endroit du corps, ça vient comme poser quelque chose qui est radicalement différent du vocabulaire théorique et conceptuel et historique dans lequel les écoféministes sont en train de s'asphyxier en fait en France en ce moment. Oui, c'est ce geste aussi qui est un geste très féministe de dire de partir de soi-même et de sa propre intimité et de réaffirmer que nos corps sont politiques en fait. Et dire je mais nous en fait aussi. Il y a beaucoup de fois dans le livre où je dis nous et d'ailleurs c'est pas du tout explicable, hein. Des fois je dis je puis je termine la phrase avec nous. Pourquoi ? Il y a des sauts qui sont un peu comme ça pas très expliqués, pas très clarifiés, mais j'aime bien parce que je crois qu'au-delà du jeu, l'endroit d'où je viens, enfin voilà, les endroits, les quartiers, les ghettos, les banlieues, le fait que je sois génération, comment on dit, issue de l'immigration, tous ces trucs-là. En fait, quand je dis je dis aussi nous, en fait, de fait. Dans un pays comme la France,
raciste au passé et au présent colonial. En fait, quand une personne racisée prend la parole, elle prend la parole pour d'autres personnes racisées. C'est un des mécanismes classiques du racisme. Mais du coup, au lieu d'en faire quelque chose de très individuel et de dire, en fait, non, je ne suis pas comme eux, je me sépare, en fait, et j'essaye d'aspirer à quelque chose de plus... je sais pas, de me départir en fait de ma propre identité, il y a un endroit où je dis ok, en fait vous m'associez à ça et en fait je vais porter ce qui moi en fait à cet endroit me parle et ce qui fait sens et où on peut puiser en fait des écoféminismes. Donc en fait l'idée c'est de dire que peut-être d'autres personnes, donc féministes antiracistes, féminisme de subsistance, il y a plein de termes qui ont été utilisés pour définir plein d'autres types de féminisme que moi en fait je perçois comme hyper intéressante pour créer des liens et des solidarités écoféministes. Donc l'idée c'était de dire mais tout en disant nous et tout en disant en fait cette position là elle est marginale, elle est peu véhiculée dans les écoféminismes au quotidien et elle dérange en fait. Et du coup, en la portant et en portant cette voix, en fait, on est en train de visibiliser toute une alliance. Enfin, tu vois, moi, je vois des groupes derrière moi entiers de personnes, enfin derrière moi, à côté de moi plutôt, en train de dire ouais, grave, ça nous appartient. Tu vois, ça relégitime en fait des sujets. Typiquement, les écoféminismes, mes sœurs, je prends exemple par rapport à mes sœurs parce que elles lisent pas énormément de théorie, elles sont pas dans ces sphères-là féministes. En fait, elles peuvent lire ça, quoi. Elles se disent, en fait, ça parle de moi. Quand je vais me faire épiler la chatte, en fait, ça parle de moi. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs où, ça parle de nous, ça parle de nos vécus, ça parle de nos histoires, mais qui ont un vrai discours politique écoféministe qu'on peut poser sur la table, quoi. Et ça, c'est nouveau. Encore une fois, c'est pas nouveau à l'échelle globale ou quoi, mais je crois qu'en France, dans la production discursive, écoféministe, ça c'est nouveau, je pense. Bien sûr, ça manquait vraiment. C'est vrai que quand on regarde les livres écoféministes qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, finalement, si on résume, on a des livres un peu anciens, les Françoise d'Aubonne, les Suzanne Griffin, qui vient juste d'être traduit en France, etc. Ouais. On avait des livres assez théoriques aussi, les apports d'Émilie H, par exemple, qui sont importants, mais qui sont des apports quand même assez universitaires. Et très états-uniens aussi. Et très américains, très ancrés dans la pensée américaine. Et on n'avait pas encore ce livre écoféministe qui est vraiment ancré dans le réel, ancré dans le concret. Et je trouve, si j'ai bien compris aussi ce que doit être ou ce que peut être l'écoféminisme ou les pensées écoféministes, c'est très écoféministe aussi. De proposer une forme qui soit pas une forme universitaire, qui soit pas une forme surplombante, ça fait partie aussi de... Enfin, c'est un geste aussi qui est militant. Ouais, c'est dur par contre de tenir ce geste. C'est dur parce que du coup, t'es très peu prise au sérieux, quoi. Parce qu'en fait, quand de base, tu dis que ta pensée, elle est... Alors les gens vont dire relativiste... Moi, je dirais plutôt humble, mais je suis pas connue pour être quelqu'un de très humble, donc ça marche pas trop. Mais en fait, quand tu laisses tomber la forme universitaire totalisante de définition, en fait, quand tu laisses tomber la définition et que tu parles à un niveau beaucoup plus morcelé, parcellaire, je sais pas, postmoderne, enfin, tu vois, un truc qui nie en fait le grand sujet, l'humanité, les prochaines générations. En fait, tout ça, moi, c'est pas du tout des choses qui me parlent. Alors que je sais que profondément, c'est le vocabulaire de l'écologie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va transmettre, enfin, moi en fait ça ne me parle pas du tout. Du coup quand t'abandonnes ça pour parler vraiment du micro en disant ça suffit, parce que souvent les gens me disent ah oui tu parles de ça mais c'est pour sublimer en fait ou aller plus loin ou généraliser, et en fait moi ce geste de généralisation je le fais pas nécessairement, je veux dire pas du tout, mais en fait quand je généralise c'est à l'échelle peut-être d'un grand groupe, quoi. Mais tu vois, déjà un pays, moi, on m'a perdu, on est trop. Tu vois, et du coup, de maintenir ça, en fait, de circonscrire dans des espaces aussi, j'ai envie de dire petits, mais c'est même pas petit géographiquement, en fait. C'est aussi, en termes de sensibilité, de subjectivité, de savoir accepter, de se dire qu'en fait, on peut pas généraliser à un niveau total. De faire ça, c'est hyper dangereux, c'est pas le mot... précarisant peut-être pour un mouvement surtout féministe où en fait au contraire on a envie de prendre les grands termes, de s'affirmer, de poser une pensée historique cohérente, et c'est logique en fait qu'on ait ces envies là en reprenant les codes qui ont toujours été ceux de la pensée et du politique aussi. Mais bien sûr, ouais. Et de créer des nouvelles histoires en fait, enfin, tu sais, t'as l'histoire avec ponctuée de guerre et de rois et je sais pas quoi, et dessous t'as l'histoire féministe en fait, tu pourrais tout à fait tracer une ligne et dire voilà l'histoire féministe, et en fait ça même moi je le refuse, quoi. Parce que tu as toujours des sous-histoires et tu as toujours des invisibles, en fait. Et plus tu vas dans les couches, en fait, d'invisibles, plus tu t'aperçois que la notion d'histoire avec un grand H, elle a presque pas de sens pour moi, en fait, selon où tu te places. Du coup, c'était quoi déjà la question ? En tout cas, je te parlais de ce geste de refuser la forme universitaire ou la forme de l'essai intellectuel ou du pamphlet pour porter des idées qui sont très politiques. Et tu me parles de ces micro-détails qui ont une portée transformatrice pour la société sans généraliser. Mais voilà, pour les auditeurs, auditrices, je voudrais par exemple expliquer ce qui se passe quand tu observes de près le geste d'une esthéticienne qui passe une bande de cire chaude sur ta vulve pour enlever des poils. C'est vraiment un micro-moment. C'est une interaction entre deux corps qui se produit dans une cabine très confinée sur un moment très, très précis. Mais dans ce geste, il y a
l'histoire coloniale de la France. Il y a l'histoire de la construction de la féminité. Il y a l'histoire du racisme qui peut s'exercer contre certaines pilosités, certaines formes de cheveux, certaines couleurs de peau, etc. Et en fait, finalement, tu arrives à lire, à voir du politique dans ce geste qui est un geste de care. Enfin, c'est assez passionnant et assez vertigineux parce qu'il y a toujours un espèce de ping-pong aussi dans ta pensée. Et tu te contredis toi-même, tu fais des allers-retours qui sont passionnants et peut-être qui sont supportables uniquement quand on les laisse circonscrits à ce petit geste, en fait. Ouais, ça a été dur et je pense que ça l'est toujours parce qu'encore une fois, tu vois, j'ai beau avoir ces discours-là, mais voilà, je passe dans un podcast, je fais une thèse en philo, j'écris un livre. Enfin, ça serait abusé de dire que non, vraiment, j'ai laissé tomber les grands discours. C'est faux, en fait, bien sûr. Et en tant que féministe, c'est dur, en fait, de faire ça. Et d'autant plus quand t'es marginalisée à plein d'endroits, t'as encore plus envie d'affirmer, en fait. Mais je dirais peut-être, pour faire un twist, que c'est pas forcément de créer une grande théorie ou d'écrire une grande théorie ou une grande idée, mais plutôt de décrypter dans ce qui existe déjà, les théories passées, en fait, ou les grandes histoires du passé, les narrations, en fait. Quelles narrations existent dans les couches, en fait, du réel? Et quand tu les décryptes, finalement, tu arrives mieux à savoir ce qui est en lutte, en fait, au moment même, là, de l'épilation, par exemple. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en train de se confronter? C'est quoi les grandes batailles, en fait, de ce moment où t'as la meuf avec son nez qui est littéralement à quelques centimètres de ton clito et qui est en train de t'arracher des poils en te racontant la rentrée de ses enfants. Enfin, tu vois, et ça, c'est féministe. Enfin, c'est pas possible pour moi qu'on ne le raconte pas. En fait. Et au quotidien, c'est trop marrant parce que depuis que j'ai écrit ce bouquin, que j'en parle avec des gens autour de moi, tout le monde me raconte des histoires, quoi. Et ça, moi, je trouve ça hyper... je sais pas, c'est de la chair, en fait. C'est de la chair. C'est comme ce que tu fais, en fait. C'est des archives féministes, mais de chair, en fait, dans les histoires. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus tenable, beaucoup plus réel que les querelles ou les avancées théoriques qui, en fait, seront toujours soumises à des enjeux de pouvoir. Parce que qui détient le discours théorique, par quoi c'est produit, par quelles universités, en fait, on peut aller super loin là-dedans aussi. Qui a le droit à la parole, en fait, à cet endroit-là? Alors que les histoires et ce qui existe en tension, en fait, dans les histoires, ça, tout le monde a son mot à dire. Et il y avait un peu de ça aussi, de rendre le truc populaire, au sens vraiment premier du terme. N'importe quelle personne du peuple, en fait, peut vivre ça, le raconter et le comprendre. Et donc, il y avait tout un truc d'accessibilité dans l'idée d'écrire ce livre et de raconter des scènes comme ça. Et pour moi, qui suis... Et encore une fois, je suis pas... Enfin, le fait d'aller chez l'esthéticienne tous les mois, enfin, moi, j'y vais tous les mois, en fait, c'est pas quelque chose qui arrive une fois exceptionnellement à nous toutes, en fait. C'est quelque chose qui est hyper présent dans notre vie. Et qu'en fait, la théorie ne peut pas vaincre. Parce que tu peux dire, oui, je m'épile plus, je suis féministe ou je sais pas quoi, ou tu peux dire... en fait, je choisis quand même de m'épiler. Mais en fait, tu as toujours des contradictions internes. Tu dois vivre avec ces trucs-là. Donc, pourquoi je choisis de pas m'épiler? Quand tu dois le réaffirmer auprès de tes potes, quand tu as un mec en fait, qui te désire moins parce que tu es plus ou moins épilé, qu'est-ce que ça réactive? Et en fait, ces trucs-là, si on les laisse de côté en disant que la théorie l'a expliqué, on rate le vivant, en fait. Et les contradictions du vivant. Ouais, exactement. Et l'oralité aussi, je me dis. Parce que tu parles de ces lieux de pouvoir, de ces endroits où peuvent se déployer le savoir, les universités. On sait qu'il y a toujours des tendances politiques, il y a des personnes qui les dirigent, même les maisons d'édition. Il y a des personnes qui les... Alors, heureusement, tu es édité chez un éditeur indépendant, engagé, etc., mais qui est aussi fragile sur le plan commercial. Et on voit que les maisons d'édition, elles sont rachetées par des milliardaires un peu fachos. Qu'est-ce qui va advenir des livres? Alors que l'oralité, rien ne pourra l'effacer, quoi. Les maisons d'édition, moi, je t'avoue que j'ai découvert ça, en fait, en publiant ce livre. Moi, en fait, quand tu connais pas et que t'es extérieur, t'as l'impression que c'est quelque chose d'assez neutre, d'assez... Mais en fait, quand tu vois tout le travail de diffusion derrière, donc qui littéralement a le pouvoir en 24 heures de poser ton livre dans toutes les librairies de France et qui n'a juste pas assez de thunes pour en produire assez, pour en mettre juste dans les endroits... Enfin, c'est vraiment des enjeux de pouvoir énormes. Donc, je suis persuadée qu'il existe des livres au moins aussi passionnants que celui-là. Alors, peut-être pas en français, mais en tout cas, il y a des sources qui existent, c'est clair, qui sont complètement inconnues. Et il y en a en français qui n'ont juste jamais été publiées, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces pensées-là, en fait? Si elles sont pas... Ça, c'est une vraie question. Enfin, j'ai pas vraiment de réponse, mais... Tu vois, cette bataille-là, cette lutte, ou en tout cas cette espèce d'enjeu de visibilité, parce que je vais pas faire comme si j'étais extraite de ça, même s'il y a plein de choses médiatiques que je refuse et que je continuerai à refuser. Il y a quand même un enjeu de visibilité qui est hyper important pour moi, mais qui n'est pas un enjeu de représentation non plus. Enfin, tu vois, par exemple, tous les enjeux de quotas à la télé, dans les séries, non, j'en ai rien à carrer. Enfin, vraiment, c'est pas du tout ma lutte féministe, bien que je capte que ça a des vrais effets concrètement dans le réel et dans le quotidien, et dans la politisation de générations, c'est quoi qu'on dit, Z, X, je sais pas quoi. On sait plus à quel moment. Ouais, voilà, bref, méga qui sont biberonnés à TikTok et à Twitch, en fait, tu vois. Donc, je peux pas balayer ça d'un revers de main en disant, bah non, c'est de la merde. Mais par contre, c'est pas mon endroit à moi.
Donc du coup, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher dans cette visibilité-là, en fait, et quelle relation de pouvoir tu réactives, en fait. Parce que moi, tu vois, même si je peux me dire, voilà, je suis marginalisée sur X truc, en fait, je fais une thèse, c'est quand même un privilège, je suis reconnue, j'écris un bouquin, j'ai assez d'argent pour pouvoir bouger à droite. Et en fait, quid de toutes les personnes qui sont bien plus marginalisées que ça et qui ont des discours, moi, que je trouve mais absolument géniaux. Et dont, d'ailleurs, j'ai essayé de faire quelques... Et d'ailleurs, oui, ouais, il y a deux textes féministes qui débarquent au milieu du livre, et j'adore la façon dont tu l'as fait. Est-ce que tu veux bien d'ailleurs redire le nom des deux auteurices ? C'est Rosario Veneno, qui est une performeuse plutôt à Bruxelles. On s'est rencontrés dans le cadre de Porno Féministe. Donc voilà, c'est un peu son monde, mais elle fait plein d'autres choses autour de la performance, plutôt autour du BDSM, du sexe, en gros. Et Laï Barkawi, qui est une artiste plutôt dans la littérature et dans l'écriture. Mais ça va aussi ailleurs, la danse. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Manifester la magie, qui d'ailleurs va être réédité quelque chose comme dans 1 an, et qui est une personne que j'admire énormément. Et en fait, ces personnes, typiquement, elles font partie des écosystèmes, pour moi, écoféministes, mais qui sont complètement invisibles, en fait, de la pensée écoféministe. Alors déjà, mainstream, moi, je suis invisible, mais même à mon niveau, tu vois, elles sont encore plus... Donc, c'est comment tu arrives à accéder à ces sous-couches, en fait, de réels militants, pour garder une radicalité du mouvement écoféministe. Parce que si tu te déconnectes trop et que tu vas en fait trop dans les mots, les discours ou les représentations, en fait, pour moi, on perd quelque chose de... Ok, mais c'est quoi les gens qui luttent avec leur corps, en fait, par ce mouvement ou avec ce mouvement ? Et j'adore le fait que tu aies accompli ce geste simple et tu le fais sans tambour ni trompette. On tourne une page et d'un seul coup, il y a une typographie différente, il y a un texte, il y a une voix différente de la tienne qui s'élève, comme si tu avais juste un tout petit peu écarté tes pages pour laisser d'autres voix s'élever. Et je trouve que ce geste-là, il est très écoféministe. Et en tout cas, il ressemble à aux écoféminismes que tu défends dans ton livre. Ça, pour le coup, même dans les références historiques dont tu parlais, que ce soit le Reclaim d'Emiliage, que ce soit les anthologies états-uniennes, c'est une tradition écoféministe, en fait. Il y a peu de livres écoféministes qui sont écrits de A à Z par une même personne, en fait. Et moi, ça me paraissait, depuis le début, dès que j'avais eu le projet, je me suis dit, en fait, ce livre, il va servir comme une espèce de carrefour ou de plateforme, en fait, où on va croiser d'autres noms. Soit les gens peuvent y intervenir, soit je vais donner à voir d'autres noms. Et en fait, tu vois, c'est bourré de plein de références aussi, dont pas mal qui sont inconnues sur plein de thèmes qui sont pourtant assez... je suis pas mainstream, je pense à l'antispécisme, par exemple. On m'a dit, mais j'avais jamais pensé que des afroféministes avaient parlé d'antispécisme. J'étais là, oui, en fait. C'est ça, c'est justement le problème est là. Oui, that's the problem, en fait. Donc, non, ce livre, c'était un peu un prétexte ou une porte, en fait, pour ouvrir vers d'autres univers-là. Et ça, pour moi, c'est presque non négociable en écoféminisme. Bon, déjà, en féministe, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est de solidarité. On se cite, on se référence. Il y a vraiment une lutte, en fait, de visibilité à cet endroit-là, même dans l'université. Et c'est pour ça que je fais mes études en études féministes. Enfin, je fais mes études en études de genre et féminisme, mais pas simplement en philosophie. Parce que le truc de compétition, moi, c'est pas tenable sur le long terme. Mais dans les mouvements écoféministes, pour moi, c'est encore plus fort. Je sais pas, une des prémices ultimes, c'est l'interdépendance, en fait, du vivant. Tu n'existes pas, en fait, sans que quelqu'un l'ait dit avant toi ou l'ait pensé ou que tu l'aies entendu et que ce soit ta mère, ta sœur, une grande penseuse. C'est un truc éthique. Et ça, c'était puissant, c'était fort et ça m'a beaucoup servi, en fait. Mais par contre, je suis pas sûre que ça serve à la clarté, par exemple. Tu vois, ça buissonne et ça foisonne encore plus à la fin. Mais choquée avec ça. Un certain relâchement de la pensée qui fait du bien. Ouais. Je pense que le résultat final est vraiment chouette. Alors, tu sais, dans La Poudre, généralement, on revient sur le parcours de mes invités. Wow. Et en fait, c'est un peu particulier avec toi parce que ton livre, littéralement, fait ça, en fait. Ton livre, littéralement, décrypte ton parcours au prisme du genre. Et donc, pour commencer par le commencement, tu te racontes depuis un endroit où tu vis que tu nommes comme la pauvreté. Tu te revendiques issu d'un milieu pauvre, issu de l'immigration maghrébine. Tu décris l'immeuble de ton enfance, son ascenseur qui veut jamais marcher, ses couloirs qui sentent pas bon. Et d'ailleurs, il était où cet immeuble ? J'ai pas eu Vénissieux. À Vénissieux. Ouais. Donc et tu dis, je vis mon écoféminisme tout à la fois en vivant et en rejetant ma pauvreté. Comment t'articules ? C'est très intéressant que tu parles de la classe sociale. Ouais. Comment t'articules ça ? Alors, c'est horrible. Redis-moi ton livre au micro en 2 minutes, s'il te plaît. Non, pas du tout, parce que je suis même pas sûre que dans le livre, j'arrive à donner comme une conclusion. En fait, c'est ça qu'il y a pas tellement de conclusion, parce que ça, pour le coup, c'est peut-être l'enjeu sur lequel je suis la plus en contradiction, la plus en tension interne, en fait. Et je crois qu'il faut la dire, parce que je crois que ça fait partie de l'identité de beaucoup de personnes pauvres, en fait, de à la fois se rejeter, parce que ce que je dis, en fait, dans le livre, c'est que
D'ailleurs, j'utilise le mot pauvre juste pour faire une petite parenthèse parce que c'est le mot qu'on te dit en fait quand t'es pauvre. Je vois les mots aujourd'hui, c'est classe populaire ou attends, c'est quoi classe. Je sais pas. Sobriété subie. Oh là, sérieux, c'est. Ok. Il y a une ministre qui a dit ça là, tout récemment. Ouais, non. En fait, quand tu nais pauvre, on va pas y aller par quatre chemins, t'es pauvre en fait. Souvent, c'est pas dit, mais tu le sens. Et quand les gens t'insultent ou quoi, c'est ça qu'on dit en fait. Donc, je dis pas que ces mots-là sont pas utiles, mais en tout cas, c'est pas ceux qui ont marqué ma vie. Et même c'est la première fois que j'écris en me définissant comme pauvre, au passage. C'est la première fois que j'utilise ce mot comme un mot qui faisait partie de mon identité. Donc il y avait vraiment un truc de reclaim, en fait, tu vois, je reprends ce mot-là, et en fait, je pense qu'on peut lui insuffler des choses beaucoup plus positives que ce qu'on pense, malgré même l'utilisation du mot pauvre. En fait, je dis quand on dit à quelqu'un t'es une pauvre fille ou t'es un pauvre mec, en fait, le mot pauvre, il appauvrit, donc il est péjoratif. Mais je crois que dans les espaces pauvres, en fait, t'as quand même alors, je sais pas comment dire ça, une culture, un héritage que tu gardes toute ta vie et qui est à la fois en fait une profonde honte. Moi, en fait, la pauvreté, c'est depuis le début, c'est d'avoir honte en fait. Il y a pas de, c'est le sentiment le plus, et c'est pas la culpabilité, c'est la honte. Honte de qui tu es, ta famille. Enfin, c'est tout simple. Moi, quand j'allais à l'école, dans la feuille, qu'est-ce que faisaient vos parents, j'inventais des choses. Et ça, toutes les personnes pauvres l'ont fait. Enfin, j'en suis absolument persuadée. Et c'est quoi en vrai tes parents ? Rien. Mon père était pas là et ma mère a été au chômage. Mais ce qui, moi, m'allait, en fait, dans ma vie perso, c'était pas... je le vivais pas hyper mal, en fait. C'était plutôt, au moment où je devais sortir, en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à poser et à assumer vis-à-vis du regard social, en fait. Et que je pouvais pas me perdre, encore plus comme j'étais arabe dans un cadre... Enfin, tu vois, il fallait relever le niveau, quoi. Donc, il y avait tout un truc de fantasme. J'ai beaucoup fantasmé ma vie, énormément. Je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui, en fait. Parce que quand je racontais à ma famille ce que je voulais... Oui, enfin, tu vois, c'était peu réaliste, en fait, les espoirs que j'avais d'aller à Paris, de partir à la Sorbonne, machin. Ma famille m'a toujours soutenue, mais je pense que personne ne pensait que ça allait arriver, en fait, parce que on t'inculque l'idée que tu ne peux pas réussir. C'est pas possible. Moi, c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast une fois, parce que c'est pareil, c'est une anecdote qui m'a vachement marquée. J'étais à l'école, j'étais au collège en 3e, et on faisait le moment de, comment on dit, orientation. Tu sais, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle te dit où tu dois aller. Et ce que tu dois faire par rapport à tes résultats et tout. Et moi, je lui ai dit que je voulais aller dans un lycée de centre-ville. Et la nana, elle m'a dit ah, maintenant, vous pouvez pas aller là-bas. Et je lui ai dit pourquoi ? Elle m'a dit parce que eux, quand ils vont revenir de vacances, ils vont dire qu'ils sont allés à New York, à Londres, et vous allez dire quoi ? Et tu sais, t'as genre 13 ans, t'es face à ça, et t'es là, genre, ok. Donc en fait, on s'explique que là, il y a un problème. Ouais, là, c'est pas possible, t'appartiens pas à cet endroit, quoi. Et moi, j'étais là, ok. Bon, au final, je suis allée dans ce lycée. C'était horrible en termes d'expérience sociale, c'est clair, mais je regrette pas du tout d'y être allée. Donc voilà, en gros, la pauvreté, il y a vraiment un endroit où on t'apprend à avoir honte de tout ce que tu es, de ton passé, de ce que tu dis, de ta culture, enfin tout. Moi, j'étais biberonnée à Secret Story et au Nutella quand j'étais petite, en fait. C'était ça ma vie. Et je pense que c'était la vie de plein de gens. Mais aujourd'hui, pour être une bonne militante, une bonne féministe, une bonne oratrice, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est super intéressant. Tu soulignes aussi que dans les milieux militants, alors c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu as tellement de facettes. Tu as aussi beaucoup côtoyé d'alter-lieux, comme on peut dire parfois, des endroits où on teste des façons de vivre plus décroissantes, plus en harmonie avec la nature, plus anticapitalistes, etc. Et tu dis que paradoxalement, dans ces lieux-là, il y a beaucoup de personnes, déjà principalement des personnes blanches, souvent issues de milieux favorisés, qui pour eux, le geste du dépouillement absolu, de posséder une seule chemise en lin et un pot de terre pour boire son café, c'est une espèce de luxe ultime. Alors que toi, tu revendiques ton droit, venant du milieu d'où tu viens, d'avoir envie de luxe, d'avoir envie d'être dans un restaurant qui coûte cher, d'avoir des chaussures à talons qui coûtent la peau du cul, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on te prive aussi de cette volonté-là. Et c'est encore une fois un paradoxe que tu viens souligner avec tellement de pertinence. Enfin... Ouais, je pense que l'idée, c'était vraiment de dire il y a ça qui nous habite et qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait ? Est-ce qu'on peut en parler dans ces milieux-là ? Parce que moi, je suis pas du tout pour... En fait, comment dire ? Le capitalisme ne devrait pas être la réponse à la pauvreté. Donc, j'ai été pauvre, mais j'ai très vite vu que le capitalisme, elle est totalement une arnaque pour moi. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, je suis profondément anticapitaliste, que ce soit clair. Non, mais ça peut prêter à confusion. Répétons-le. C'est un mantra le soir avant de dormir. Mais par contre, je pense que l'anticapitalisme ne veut pas dire la neutralisation des questions de classe, en fait. Et ça, dans les milieux militants, tu peux très vite l'avoir. Ou justement, moi, je trouve que la question de la classe, c'est la moins questionnée. On parle beaucoup de race. Alors, souvent, c'est des milieux blancs. Donc déjà, la race, c'est presque une évidence, en fait. Tu peux en parler. Enfin, il y a quelque chose de là, physiquement, quoi. Le genre, beaucoup. Moi, je vois beaucoup le féminisme, en fait, commencer à devenir une évidence, en fait, dans beaucoup de milieux militants alternatifs, anticapitalistes, comme on dit...
écolieux, enfin tous ces trucs-là. Ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est bien. Mais du coup, je suis là, ok, donc quid de la classe. En fait, ça serait bien qu'on en parle à un moment. Et oui, tu te rends compte que la plupart des personnes sont là par choix, ce qui est ok. Moi aussi, je suis là par choix d'une certaine manière. Mais en fait, ça veut dire qu'à tout moment, elles peuvent rentrer chez maman et papa s'il y a un problème. Moi, c'est pas le cas en fait. Ma mère vit dans une maison, enfin, où elle dort dans sa cuisine. Enfin, juste, il y a pas ce plan B là. Donc en fait, pour militer avec quelqu'un d'une culture, d'un héritage ou d'un milieu pauvre, en fait, tu dois comprendre que cette personne-là, elle doit avoir comme un plan B, en fait, un plan de secours. Et si ce plan de secours implique de gagner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de valoriser l'argent, de le considérer comme un enjeu de réussite, tu ne peux pas juger ça, en fait, en tant qu'anticapitaliste. Et ça, c'est super dur, parce que la tradition française, tu vois, matérialiste, de gauche, c'est vraiment, en fait, l'argent devient une valeur, enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de très, presque chrétien, enfin, j'en parle un peu, tu vois, dans le fait de nier finalement les méfaits, ou tu vois la tentation. Il y a presque un vocabulaire du diable, en fait, tu vois, dans comment tu pourrais succomber en fait au charme de l'argent. Et moi, en fait, j'adorerais entendre des discours de militants et de militantes qui ont craqué, et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois, pas forcément dans les valorisants, dire ah bah voilà, vous avez bien vu, le capitalisme gagne toujours. Genre, c'est pas ça du tout. Moi, mon but ultime, c'est d'avoir un écolieu, c'est d'avoir un lieu écoféministe. Je ne me vois pas vivre en métropole. Enfin, il y a un vrai projet politique derrière, mais je suis habitée de ces désirs-là, qui sont transgénérationnels, qui sont traumatiques aussi, Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on arrive à les travailler dans un milieu qui ne me re-shame pas, en fait, vis-à-vis de ça? Parce qu'en gros, j'étais shamée, enfin, j'avais honte vis-à-vis de la société capitaliste, de pas être assez à la hauteur, en fait, de pas être assez riche. Et finalement, quand je décide, ok, d'aller dans un milieu militant, en fait, je suis toujours trop tentée par le luxe et les belles choses. Je suis là, bah non, en fait, c'est pas possible. Il n'y a aucun endroit où tu es au bon endroit. Et encore une fois, je suis pas la seule. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de personnes racisées, moins de personnes pauvres dans ces milieux-là. Parce qu'il y a vraiment comme un chapeau de plomb de valeur, de morale, en fait, qui tombe. Et où tu ne peux pas te permettre, où tu peux en tout cas te permettre juste de poser ses désirs et de pouvoir en parler avec les gens. Et ça, j'aimerais beaucoup. Enfin, il y avait vraiment un but. D'ailleurs, je m'adresse très directement à. Il est très fort, ce passage, et les choses sont bien dites. D'ailleurs, j'avais envie de lire quelques lignes, si t'es d'accord. Ah bah oui, avec plaisir. Si ça te va. Le traitement misérabiliste, condescendant, méritocratique ou punitif de la pauvreté ancre la honte au cœur de nos comportements. Être pauvre, c'est avoir constamment honte. C'est incorporer la honte dans ses goûts, ses penchants, ses façons de s'exprimer. C'est s'auto-dévaloriser perpétuellement face à celles qui savent mieux, qui valent mieux, qui parlent mieux. Il y a cette peur d'être démasqué, de dire le mot de trop, l'expression qui trahit, le mouvement de bouche ou de doigt qui échappe, l'accent de racaille qui ressurgit, la référence gênante qui glisse au détour d'une phrase. Et ce passage-là, je trouve qu'on dirait du Annie Ernaux. Oh wow. Oui, bah c'est forcément, oui, c'est une grande référence là-dessus. C'était un peu abusé de pas la citer dans la bibliographie. J'avoue, je crois que je l'ai pas cité. Ah mais t'inquiète, elle est là en fait. Oui, elle voilà, est là c'est à ça. chaque instant. Et on sent que, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, parce que tu parlais de tous les nous que tu charries, et c'est vrai que tu charries plein de nous qui par exemple ne me concernent pas. Tu charries le nous des travailleuses du sexe, tu charries le nous des enfants issus de l'immigration, tu charries le nous des classes pauvres, mais tu charries aussi un nous qui est vachement plus global en fait, qui est intergénérationnel, qui concerne les femmes. Enfin, je sais pas, c'est hyper puissant, et ça a la puissance d'un Annie Ernaux, ton livre. Je continue dans les compliments complètement différents. Je te mets à l'aise comme ça. Je te contredis pas du tout. Comme tu peux le voir, je vais pas jouer l'humilité. Et j'ai envie de me la jouer un peu Augustin Trapenard dans Boomerang. J'ai envie de décrire la femme que j'ai face à moi là maintenant. Tu portes des barésilles. Des collants résille. Des collants résille. C'est pas exagéré, c'est pas des bas. Non, mais t'as des collants résille, j'en avais quand même pas vu depuis longtemps de près. T'as des chaussures à talons très hauts. T'as une robe lit de vin asymétrique qui dénude ton épaule. T'as un collier ras du cou en strass très brillant. T'as un trait d'eyeliner qui descend le long de tes yeux. Ça s'appelle Reversed Cat Eye. Un Reversed Cat Eye. J'ai regardé le tuto sur YouTube. T'as un chignon relevé. Et en fait, t'épouses les codes de la féminité avec énormément de panache, presque sans nuance, j'ai envie de dire. Et encore une fois, si on n'a pas lu ton livre, et j'espère que tu vas nous aider à le comprendre dans ce podcast, on pourrait croire qu'il y a une contradiction là encore. Surtout que tu œuvres à complètement rejeter toute forme d'essentialisme. C'est quelque chose qui est central dans ton bouquin, tout en revendiquant le droit d'épouser avec délectation, si tu en as envie, tous les codes artificiels de la féminité. Comment tu te sors de ce grand écart-là ? Alors, je crois déjà que peut-être
Il y a vraiment une distinction que j'ai envie de faire, enfin que justement j'ai pas envie de faire, par choix et par contrainte. Ça, c'est une binarité dont je suis sortie depuis assez longtemps sur plein de sujets, notamment le féminisme en tout cas. Je ne pense pas que je choisis, je crois pas au libre arbitre total, que voilà, un matin je me dis, voilà, là je vais vraiment choisir ma féminité, il y a des moments où je peux totalement la laisser de côté. En fait, en tant que femme, assignée femme, reconnue femme, auto-identifiée femme, je dois dealer avec cette histoire de féminité. En fait, j'ai pas le choix. Peu importe que je m'en détache, que je l'assume, que je la rejette, c'est pas négociable en fait. Plus jeune, j'étais pas du tout comme ça. Hein. J'étais vraiment pas comme ça. J'ai eu un petit copain très tard. J'étais peu à l'aise avec mon corps. Donc, je viens de loin. Et en fait, je me rappelle, je dis ça parce que je veux vraiment casser ce truc de naturel, artificiel. Je me rappelle que très jeune, ma mère m'apprenait en fait à faire des choses qui pour elle en fait lui paraissaient normales pour une fille, quoi. Donc typiquement comment croiser ses jambes. Moi en fait je le fais totalement naturellement. Aujourd'hui là devant toi tu vois ma jambe est pas... Mais en fait ce geste-là il était hyper dur à faire pour moi quand j'étais plus jeune. Parce qu'instinctivement je croisais les jambes comme ma mère disait comme un garçon. Donc tu vois plutôt écarté, ça c'était pas bien. Et je me rappelle que vraiment ça a duré des mois pour que je me fasse mal à la jambe et tu vois je suis pas en train de te parler d'une torture. Ma mère m'invitait pas à 19h devant le télé, me disait croise-toi, c'était pas ça. C'était plus des petites remarques au quotidien. Mais je pense que pareil il y a plein de filles qui ont vécu ça en fait. Autre chose, mon ventre. J'ai un peu de ventre, j'en ai toujours eu, j'ai aucun problème avec ça, a priori. Ma mère m'a appris à rentrer mon ventre, en fait. Elle me disait, c'est comme ça que font les filles, en fait, de base. Elles rentrent leur ventre tout le temps. Et ça me changeait. Je disais, attends, mais... En fait, c'est jamais leur vrai ventre. Elle me disait, oui. Et jusqu'à maintenant, donc là, j'ai 28 ans, en fait, mon ventre est rentré constamment. Donc tout ça pour dire que ces espèces de micro-mécanismes physiques là qu'on nous apprend, en fait, déjà, ils sont pas exceptionnels. Enfin, j'ai vraiment envie de faire comprendre aux personnes qui écoutent que c'est des choses qui sont extrêmement... répandu, voire presque banal quand on élève des filles, en fait. Il n'y a pas si longtemps, donc j'imagine que ça existe bien encore. Et en fait, ça casse directement l'idée d'une féminité naturelle, en fait. Ça veut dire que de base, en fait, on m'a appris à être une fille très tôt. J'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans. Enfin, c'était hyper tôt. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est hyper dur de me dire, OK, donc qu'est-ce que j'ai vraiment choisi ? Comment je peux faire ? Genre, vraiment, je dois sortir mon ventre, mais du coup, c'est pas naturel non plus, parce que je dois pousser pour le sortir. Enfin, tu vois, en fait, c'est trop tard pour revenir à un truc d'innocence. Et ça, je le dis aussi souvent ça, c'est vraiment une pensée d'Haraway que j'aime vraiment beaucoup, de refuser en fait un état d'innocence qui nous préexisterait en fait et auquel on pourrait retourner comme se nettoyer ou se purifier. Et ça, c'est beaucoup aussi de discours écoféministes que je vois proposer ces messages-là de voilà en fait on a été pollué par l'industrie cosmétique. Revenir à la femme louve qui court sauvage, dans la prairie. voilà, une espèce d'animalité primaire. Enfin. Ça, pour moi, c'est archi du bullshit, quoi. Parce que en fait, c'est pas du tout contradictoire avec le fait que tu as envie d'être en talons aiguilles et en collant résille, en fait. Il y a pas de... Fondamentalement, il n'y a pas d'antinomie, en fait, entre ces deux trucs. Pour rajouter peut-être une couche là-dessus, moi, j'ai très vite utilisé, en fait, cette féminité-là comme un outil, une arme, une échappatoire, une fuite, plein de choses. Et donc, en fait, elle m'a servi. Donc là, si on devait en parler, je te dirais plutôt que, ouais, elle m'a oppressée et que ça a été Mais d'une, je voyais pas trop comment avoir le choix. Parce que pour le coup, moi, rejeter la féminité, c'était pas une option. Enfin, ça me marchait pas dans mon parcours. Mais par contre, quitte à l'utiliser, il fallait que je l'utilise vraiment, quoi. Alors, c'était hors de question que je sois juste basique, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de... Et en fait, pour moi, c'est en allant aussi loin dans ces codes, donc que j'appelle ultra-femme, en fait. Enfin, que j'appelle... C'est pas moi qui les appelle, mais c'est de l'ultra-féminité. Que du coup, tu montres à quel point, et ça, c'est Judith Butler et tous ces trucs autour de la performance, en fait. C'est... à quel point tout est artificiel, en fait. Et où même le mot artificiel n'a plus de sens. Parce qu'on n'est que dans une espèce d'interpénétration entre du naturel, de l'artificiel, de l'inné, de l'acquis. Et en fait, pour moi, ça ne sert plus à rien de faire ces distinctions, plutôt de comment, en fait, habiter avec toutes ces, encore une fois, ces couches, ces épaisseurs-là, et de pouvoir naviguer entre les unes et les autres sans te faire trop de mal et sans faire violence, en fait, aux autres autour. Et peut-être pour terminer vraiment sur la féminité, enfin, les codes de l'ultra-féminité, je vois aussi que ça concerne pas mal de groupes opprimés, en fait. Les femmes trans, les travestis, les gays qu'on appelle folles. Enfin, en fait, il y a plein de gens, historiquement, qui se sont saisis de cette féminité-là comme un outil d'affirmation politique énorme, en fait. Et je peux pas faire comme si ça existait pas juste parce qu'en fait, vous, ça vous dérange, parce que ça vous met mal à l'aise. En fait, c'est ça la plupart du temps. C'est des gens qui sont mal à l'aise parce que, justement, ça casse la théorie, tu vois, dont on parlait au début, la grande théorie avec la grande cohérence. On n'est pas censé faire ça. Et moi, je dis, OK, et si on fait ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. En sachant que moi, mes convictions, elles restent les mêmes, en fait. Mais oui, après, peut-être que, voilà, on m'a déjà dit, je desserre la cause,
Encore une fois, j'ai arrêté de penser dans les grands termes. Du coup, moi, ça m'intéresse moins. Mais du coup, dans des interactions entre petits groupes et politiquement, en tout cas, dans ce que ça fait, et aussi auprès des hommes, en fait, parce qu'il y a ça aussi, dans les mondes féministes, à la limite, c'est compris différemment. Quand tu es dans un environnement hyper féministe et qu'en fait, tu arrives comme ça, il y a comme une espèce d'accord tacite de c'est bon. Personne te fait la moindre remarque. Mais remarque. non, pas du tout. En fait, c'est quand tu es dans un espace dominé par des hommes hétéros, et là, on voit qu'il y a un problème, quoi. Surtout si tu viens parler de féminisme, en fait. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore à l'université présenter mes avancées de recherche en cuissarde, en fait. Mais en fait, parce que qu'est-ce que ça... bugger, quoi. Mais qu'est-ce que ça vient faire bouger chez vous et à quel moment, en fait, cette notion intellectuelle, en fait, elle devrait dépendre de mon physique ou de comment je m'habille. Et même pourquoi pas, ça pourrait pas le servir. Ou au contraire, fissurer. Parce que si on parle de la philosophie, c'est remettre en question les grands paradigmes de la pensée. En fait, pourquoi ça pourrait pas servir ? Pourquoi mon corps ne pourrait pas être une arme philosophique aussi, en fait ? Pardon, je suis un peu emportée. Non, c'est parfait. Et d'ailleurs, on va parler de la salope. Yes, ben voilà, oui, c'était qui est un personnage central de ton livre. Oui. Je vais à nouveau lire un petit passage. Écoute, je t'en prie. Si t'es d'accord. Je me lie à la lignée des salopes. Ce lien ne m'a pas été transmis biologiquement. Ma mère n'a rien fait en ce sens. Elle a même plutôt essayé de tout déployer pour m'en protéger. Et pourtant, l'histoire des salopes est liée à la mienne. Au lieu de lutter pour être une fille bien, morale et exemplaire, j'ai très vite choisi de me dévouer le plus scrupuleusement au devenir salope. Je me place à l'intérieur de cette transmission marginale qui perdure depuis des siècles. Je leur fais allégeance d'une certaine manière. C'est d'elles que je tire ma puissance féministe depuis mes 18 ans, avant même que je n'aie conscience de la signification du mot féminisme. Les salopes que je croisais dans les livres, les films, à la télévision en général, et même dans les téléréalités, m'ont sauvée d'une haine vis-à-vis de mon corps et de ma sexualité que tout me destinait à intérioriser. Elles ont été et continuent d'être insultées, salies, piétinées pour oser considérer le plaisir comme un droit et un dû. La salope est une figure féministe. Ah, pour moi, éminemment. Pour moi, oui, ça a été même la figure féminine. Enfin, la figure qui m'a... Après, j'aime pas trop dire la figure parce que tu vois, ça fait comme s'il y avait genre une salope. Donc, c'est un peu dur, mais peut-être on n'a pas le temps de... Voilà, il faut que je me dise que c'est pas grave. Tu n'es pas en train de produire de grandes pensées. Non, voilà. C'est exactement ce que tu as posé au départ, donc tu peux te rassurer là-dessus. Mais en tout cas, ce que je mettais sous le terme de salope, en tout cas moi, ce qui d'ailleurs est un terme très récent dans mon vocabulaire, pour moi, salope, ça a été une insulte pendant extrêmement longtemps. Ou un mot lié, on va dire, à la sphère très lointaine, très intime du sexe. Mais je le faisais jamais sortir, en fait. Si quelqu'un parlait d'une meuf, en disant c'est une salope, j'ai monté direct au créneau. En disant, bah non, tu peux pas dire ça, faut dire, comment on dit, une femme libérée, une personne à la sexualité, enfin tu vois, des espèces de détournements. Et puis là maintenant en fait non, je me dis je peux tout à fait utiliser ce mot. En tout cas pour moi il y a quelque chose de très, je revendique en fait ça profondément. D'ailleurs tu te mets dans une lignée parce que il y a Bébé Melchior Cador que j'ai reçu dans La Poudre aussi qui utilise aussi ce terme et que tu cites d'ailleurs abondamment dans le livre. Oui, c'est elle aussi qui en lisant son bouquin je me suis dit ok, donc là il y a vraiment quelque chose. Et aussi Bébé moi-même en fait on est des meufs racisées, donc elle est noire, moi je suis arabe et en fait je crois qu'aussi dans la féminité qu'on propose de base, en fait, elle est dissonante. Parce que, en fait... ouais, bon, je pourrais aller très loin, mais... dans les groupes féministes blanches, en fait, en général, quand on parle de féminité, en fait, de base, on parle pas de la même chose, je crois. Et justement, on rejoue, en fait, ces trucs entre artificiel et naturel. Typiquement, pour l'épilation, même si on en a parlé un petit peu avant et que j'essaie de pas trop revenir, parce que sinon, on va jamais finir. On va jamais avancer. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, il y a beaucoup de potes blanches qui me disent, bah ouais, moi, je m'épile pas, et tout. Ok, en fait, sauf que tu vois, quand elles s'épilent pas, genre, c'est trop mignon, en fait. Tu vois, t'as une espèce de petite bande de poils dorés. Je suis là, ok, en fait, sauf que moi, si je m'épile pas, en fait, c'est autre chose. Et du coup, le regard social, c'est autre chose. Et en fait, on n'est pas en train de parler. Du coup, tu vois, même les mots d'épilation, de pilosité, qu'est-ce que c'est qu'être féminine ou pas, elle varie énormément en fonction d'où tu viens et notamment en fonction de à quoi ton corps est réassigné. Et en fait, moi, je suis pas mince, je suis arabe. Donc en fait, de base, mon corps est déjà projeté dans un univers qui sera tellement pas le même qu'une meuf blanche, mince, mignonne, qui sera tout aussi féminine, entre guillemets, que moi. Genre la tenue que je porte, en fait, si j'étais une meuf blanche, ça ne sortirait pas du tout pareil. Et ça, pour moi, c'était hyper important à véhiculer dans mon idée, en tout cas, de la salope, parce que cette sexualité-là, elle est... tout l'univers sexuel, en fait, pour moi, n'était que négatif. Alors, je sais que ça, c'est le cas pour toutes les femmes, je dis pas... Enfin, la plupart, dans un système hétéro comme le nôtre, mais en tout cas, à l'endroit des filles arabes de quartier, enfin, tu vois, la beurette, moi, j'ai été entourée de ce vocabulaire-là. En fait, tout ce qui est autour du sexe, c'est pas possible, en fait. Enfin, tu vas que te salir, ou tu vas soit te salir, ou soit valider la vision.
Ça, c'est encore un truc de racisme. En fait, si finalement t'es trop libéré, si t'es une arabe trop libérée sexuellement, t'es une vraie, et du coup tu nous rends pas service, nous en fait les arabes, parce que t'es en train de salir, de ternir notre réputation à l'échelle de la France entière. Donc toi, comment tu peux commencer ta sexualité à 18 ans en disant ça? C'est pas sain du tout, c'est pas possible. Mais heureusement, j'avais MTV et Secret Story pour voir. Bon après, à l'époque c'était pas pareil. Aujourd'hui, je trouve que c'est mieux. Bon après, on va pas parler de télé-réalité, mais en tout cas, la représentation des femmes dans la télé-réalité et de leur sexualité, je trouve qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus détendue, bien que les télé-réalités soient un enfer ultime de culture du viol et tout. Enfin, je suis plus du tout en train de glorifier ça, mais à mon époque, c'était impossible de voir une femme qui dise voilà, moi, j'adore tailler des pipes et je suis là pour me faire plein de mecs, quoi. Aujourd'hui, c'est le cas. Je regarde encore des télé-réalités aujourd'hui et t'as des nanas qui arrivent et qui disent moi, je suis hyper chaude, j'adore. Et en fait, de voir ces discours-là, je pense sincèrement que ça aide en fait des filles qui regardent ça et qui se disent en fait, ok, donc. Encore une fois, c'est pas l'Éden ultime féministe ou quoi, mais c'est une partie de la culture de masse qui est là aujourd'hui et d'avoir ce changement en fait dans la sexualité, de dire que les femmes peuvent avoir du sexe, peuvent se revendiquer à avoir du sexe et peuvent même véhiculer du sexe physiquement sans être punies en fait pour ça. Et quand je dis punies, c'est extrême quoi. Enfin, moi, je suis arrivée à Gare du Nord là, je me suis fait harceler par 3 mecs. Je suis arrivée dans le taxi, je lui ai raconté, mais quelle idée de raconter ça à un chauffeur de taxi. Et il me dit alors mais madame. Voilà, j'ai pas trop envie de vous provoquer ou quoi, mais après, je vous avoue, vu comment vous êtes habillée, peut-être faut pas trop vous étonner, tu vois. Et j'étais là, ok, donc on est en 2022, this is real, ça existe encore. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un statement dans l'idée de, non seulement je suis féminine, mais en fait, pour moi, la féminité, elle est liée, l'ultra-féminité, pour moi, elle est liée à la sexualité et à la revendication d'une sexualité qui m'est due, en fait, parce qu'il est hors de question que je laisse la rue, les espaces publics... être un espace de prédation pour les hommes en fait ou un espace de sexualité pour les hommes. Il est hors de question que ce soit que les hommes qui parlent de cul, de bite, de chatte, de machin, c'est hors de question. Et je vais pas le faire avec leur vocabulaire du tout. Je vais le faire même de manière très très jolie, très classe et je vais mettre tout le monde mal à l'aise, mais je vais le faire. Et ça pour moi c'est le rôle politique des salopes en fait, comme de tu vois reprendre quelque chose qui, je pense, est toujours pas un mouvement hyper évident pour les féministes, et encore moins pour les écoféministes, pour le coup. Ouais, complètement. Mais en fait, tu fais un petit peu rentrer en collision l'écoféminisme et le mouvement, peut-être qu'on appelle parfois pro-sexe, voilà, même si c'est un peu galvaudé. Je renvoie à Ovidie là-dessus, qui parle très bien de comment on peut... Mais ce que je trouve hyper intéressant, je suis désolée, je voudrais qu'on creuse encore là-dessus, mais il faut aussi que les gens lisent ton livre, donc on va pas spoiler tout ton livre. Et surtout, j'ai envie de glisser assez rapidement, parce que la fin du podcast approche, vers ces terres lesbiennes. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui t'écoutent parler depuis le début de l'émission doivent t'imaginer comme quelqu'un de vraiment complètement projeté dans le futur, voilà, genre une néo-féministe, non, le mot est trop moche aujourd'hui. Mais en fait, t'as une connexion très forte. Tu te situes aussi dans la lignée, dans l'héritage des luttes des années 70. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a un chapitre de ton livre qui est consacré à ces terres lesbiennes où tu continues d'aller. Donc, c'est des terres qui ont été fondées dans les années 70 par les héritières du MLF, par les femmes qui avaient envie d'appliquer Wittig à la lettre et qui ont créé des communautés de femmes autonomes, politiques, qui ont failli mourir, qui ont failli péricliter. On sait que ça a été très compliqué de transmettre aux générations suivantes et que ça avait quasiment disparu et qui sont en train de se raviver. Et je trouve magnifique la façon dont tu décris ton interaction, toi, jeune femme racisée, avec ces vieilles femmes lesbiennes blanches et l'interaction de vos corps autour notamment du feu, par exemple. Ouais. Je trouve ça hyper beau. C'est des moments de ton livre qui sont déroutants, apaisants et très forts. Oui, il y avait aussi une volonté de poser des choses belles, en fait, de ne pas être simplement... Mais tout est beau dans ton livre. Même quand tu parles de sexualité, tu le relis à la spiritualité et tout. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'on creuse. Mais restons aux terres lesbiennes. Non, mais les terres lesbiennes, pour moi, elles sont hyper liées à la spiritualité, par exemple. Je pense qu'au contraire, en tout cas, les terres lesbiennes... Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en tout cas, dans l'histoire états-unienne, c'est très lié au mouvement spirituel, voire de la déesse, voire les choses aujourd'hui qui pourraient éventuellement nous faire frissonner. Toi et moi. Très essentialiste. Ça peut, c'est pas nécessairement, mais ça peut. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont comme ça. Je pense qu'à l'époque, ça voulait dire autre chose aussi. En fait, porter une spiritualité féministe dans les 70 aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que de le faire aujourd'hui en 2022 en France. En fait, moi, je pense qu'on a aussi un problème avec la grammaire même de ce truc et de comment on peut le poser. Parce que moi, je tiens à la spiritualité. Je pense pas du tout qu'on puisse... imaginer un quelconque mouvement politique sans imaginer spiritualité. Mais bon, il y a un très beau chapitre là-dessus. Mais bon. C'est quoi ton signe, toi, d'ailleurs ? Moi, je suis Scorpion. Oh, waouh. Évidemment. Ok. Ok. Scorpion, ascendant Vierge, c'est pour ça que... Non, mais on va pas commencer cette discussion, en fait. Non, pas du tout. Non, terre lesbienne. Ouais, en fait, je pense que...
moi, je suis pas du tout dans un truc féminisme pop. Enfin, tu vois, je suis pas... j'ai pas les réseaux, j'ai pas, je sors pas boire des coups avec mes potes et on fait des selfies et tout. Et c'est cool les gens qui le font, mais c'est juste pas mon endroit. Alors que beaucoup de gens me projettent à cet endroit, je pense, quand on m'entend ou quand on me voit ou quoi. T'as pas de réseaux sociaux déjà Non. pour commencer. Du tout. Non, c'est un vrai statement. C'est dur, hein, en ce moment avec le livre, c'est un peu dur. Mais non, je suis très très contente. J'ai vu trop de choses horribles arriver avec les réseaux sociaux. C'est hors de question que je sois dessus. Mais tu vois, je suis pas de youtubeuse. Je regarde pas de trucs. Si je peux avoir une recette dans un livre, je préfère l'avoir. Il y a un peu un côté old school quand même, tu vois, que je revendique assez Bah oui, fort. mais c'est un de tes nombreux paradoxes qui te rendent Mais passionnante. oui. Mais en tout cas, c'est ça qui m'amène en fait à aller dans des endroits comme les terres lesbiennes. Parce que, tu vois, la métropole, par exemple, ou juste les grandes villes, c'est pas possible. Enfin, moi, il y a aucun horizon politique écoféministe viable, juste en termes de ressources, de terres, de communautés. C'est pas possible. Je suffoque, en fait, dans une grande ville, en fait. Du coup, il y a presque quelque chose de l'ordre de la survie pour moi, d'aller trouver des espaces comme ça d'oxygène et d'oasis pour voir qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur. Et les terres lesbiennes en font partie. Et j'ai des découvertes quasiment par hasard, en fait. Et une fois que j'ai découvert ça, mais juste, en fait, ça vient remplir un horizon que tu pensais utopique jusqu'à maintenant. Tu sais, moi, encore une fois, j'ai grandi dans une tour, dans un quartier. En fait, ces trucs-là, c'est des trucs qu'on voyait à la télé. Enfin, des endroits que moi, je ne pensais pas exister pour de vrai. Ou alors dans un passé lointain. Enfin, Et le fait d'avoir posé les pieds dessus, je m'en rappelle, une des habitantes, elle m'avait dit, mais tu sais, le sol que tu es en train de fouler, il n'y a aucun homme ne l'a jamais foulé, tu vois. Et même si c'est faux techniquement, quoi, en fait, ce que ça a posé dans ma tête, c'est de me dire, waouh, tu vois, des narrations, tu vois, dont on parlait au début. Faire des nouvelles narrations, inventer des nouvelles... Et tu parles de... Wittig, je trouve ça, à un moment donné, elle dit si tu ne te souviens pas, invente, tu vois, cette grande phrase de Wittig. Bah, c'est exactement ça, en fait, pour moi, les terres lesbiennes. Certes, elles sont pétries de trucs de domination qui, moi, peuvent me mettre mal et sur lesquels je ne me vois pas du tout habiter au long terme, mais elles posent des choses qui, pour moi, me paraissaient impensables. Parce que désespoir, en fait. Parce qu'on est dans un monde de désespoir. Le monde capitaliste, il est basé sur le désespoir, en fait. Tu ne peux pas espérer plus parce que sinon, tu te barrerais. Donc, il y a tout intérêt à ne pas te faire espérer plus. Et là, ça a comme posé quelque chose de... Ça existe depuis longtemps. Des vieilles, entre gros guillemets pour moi, voilà, c'est pas très cool de dire ça, mais en tout cas par rapport à moi, je les percevais comme vieilles femmes qui sont là, et elles ont réussi à faire tenir ça sans subvention, c'est à peine une asso, donc je suis là, ok, donc nous en fait, on doit se placer en héritage de ça, même si on le rejette, il faut qu'on crée des filiations et des mémoires écoféministes, et qu'on continue en fait à faire, ça ne peut que être ça la solution, je vois pas d'autres solutions à ça. Du coup, elles sont... Je dirais pas qu'elles apportent une réponse, mais en tout cas, elles donnent espoir sur les questions, en tout cas, à poser pour le futur. Donc ça détend. Et je crois que c'est le dernier chapitre. Non, c'est un des derniers. C'est l'un des derniers. Avant-dernier. Ouais. Et ça, j'aime bien. J'aime bien terminer là-dessus en disant, en fait, voilà, tout le monde peut s'en saisir. On voit à quoi ça fait référence. Et c'est pas si inaccessible. Et encore une fois, il y a un truc de rendre accessible, en fait. Moi, je veux que des gens, je prends encore une fois de mes sœurs ou des meufs du quartier ou quoi, peuvent dire ça et dire, putain, bah ouais, en fait, on pourrait faire ça. Genre, on pourrait faire ça. Si on le voulait, c'est pas forcément on a notre place ici, mais on pourrait complètement imaginer ça et créer ça ensemble. Et ça vaut quelque part, parce que ça rend la légitimité et ça rend l'espoir, en fait. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé Voix des Terres, qui est un collectif que tu as cofondé en 2019 ? Est-ce que c'est pour ça que... Je crois que j'étais beaucoup plus... Alors, je sais pas, plus irréfléchie, je pense, à ce moment-là. Donc, ça venait vraiment plutôt d'un sentiment d'urgence. Je crois que j'aurais jamais pensé que Voix des Terres, aujourd'hui, serait un collectif écoféministe aussi stylé, aussi avec des valeurs, en tout cas, vachement intersectionnelles, un peu avant-garde, on va dire, par rapport à ce qui se faisait et ce qui se fait encore dans les collectifs écoféministes. C'est un collectif dans lequel je suis plus, mais je suis toujours en très forte relation affinitaire, presque amoureuse avec ce collectif, en fait. Je l'aime vraiment d'amour, et parce que je suis dedans depuis très, très longtemps, de fait. Mais oui, je pense que ça venait d'un endroit où quelque chose comme colère et rage aussi, mais aussi de reprendre quelque chose, de dire, en fait, on peut dessiner ou dire quelque chose avec nos termes à un endroit. Et c'est possible de le faire. Et on l'a fait dans le plein Paris, tu vois, en 2019. Donc, et jusqu'à maintenant, ça persiste. Et là, il y a des projets d'habitat collectif. C'est ça, parce que j'ai vu passer ça. Ah oui, mais moi, mon objectif ultime, c'est d'avoir des personnes de ce collectif-là et d'habiter avec elles. Là, je suis au Canada pour gagner de l'argent et revenir à faire ça, en fait. J'ai pas d'autres... Encore une fois, je n'ai pas d'autres choix, même. J'ai pas... Ça ne peut que être ça. Mais c'est joyeux, c'est radical, c'est beau et c'est plein d'espoir. Et je pense qu'à cet endroit-là, de l'imaginaire ou quoi, on peut tisser plein de fils, en fait, avec d'autres groupes. C'est pas nécessairement un truc enclavé, en fait, comme ça pourrait avoir l'air quand on entend parler des lesbiennes séparatistes ou, tu vois, tous ces mots, tous les mots du communautarisme, qui sous-entendent, en fait, que ce projet-là est en marge, en fait. Pas du tout. Pour moi, c'est le centre, mais du futur, en fait. C'est juste que vous pouvez pas le voir. Mais techniquement, on est en train de recréer des réseaux.
C'est ce que font les ZAD, c'est ce que font les espaces militants. Pour moi, c'est ça. En fait, on crée encore une fois, une sous-carte de la France, quoi. Tu peux prendre la carte de la France, en fait, tu prends la carte militante de la France, la carte affinitaire, écoféministe, et tu vois, toutes ces sous-cartes-là, elles dessinent pour moi des liens qui sont hyper utiles dans un moment où on est, alors je sais pas, pénurie de bois, de gasoil, de riz, bientôt j'ai entendu, enfin tu vois, genre c'est là en fait, on peut pas faire comme si c'était un truc hypothétique, joli, c'est maintenant en fait. Je suis encore un peu... Non, pas du tout. C'est génial quand tu t'emballes. Je vais laisser les personnes qui nous écoutent découvrir le passage sur la spiritualité, sur l'horoscope, où tu offres vraiment une perspective queer sur la spiritualité qui est passionnante, dans laquelle je me suis beaucoup reconnue et ça m'a fait du bien de le lire. Parce que je voudrais qu'on prenne quand même le temps de parler un peu de ce qui est un peu ta spécialisation aussi en tant que chercheuse sur le véganisme. Et tu as cette phrase qui est le titre d'un chapitre, « Il faut détruire le mythe des tueurs d'oiseaux et des mangeuses de feuilles ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans les courants écoféministes, il y a vraiment une vibe, un sous-courant. Je sais pas, c'est pas bien de dire sous parce que ça sous-entend que c'est moins important, mais en tout cas, il y a un courant dans les écoféministes qui s'appelle le courant écoféministe antispéciste ou vegan, qui a été vachement prolifique aux États-Unis et ailleurs, mais principalement aux États-Unis, théoriquement en tout cas. Avec notamment le livre de Carol Adams, La politique sexuelle de la viande, que moi j'ai lu, qui m'a retourné le cerveau, et je me suis dit, mais oui, ça donne toutes mes réponses. Et en fait, j'ai moi-même souscrit à ce que j'appelle maintenant le paradigme des tueurs d'oiseaux et des mangeuses de feuilles, qui serait, alors pour aller très vite, qu'en fait la violence, notamment la violence à l'égard des animaux, et donc le carnisme en fait. Donc le carnisme qui est cette idée que manger des animaux non humains est une nécessité en fait pour la société, peu importe sa justification. Je pensais que ça était essentiellement lié à la masculinité, en fait. Que si finalement... Et Françoise Daubonne le dit un peu aussi à un moment. Elle dit, quand on a commencé à faire de l'élevage, à se sédentariser, en fait, on a commencé à faire s'accoupler les animaux ensemble et faire de l'élevage. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à oppresser les femmes. Donc elle lit vraiment les deux. Et il y a d'autres chercheuses aussi qui font ça. Et en fait, encore une fois, ça recrée des grands récits. Tu vois, des grands récits, des grandes narrations et des choses qui sont indéverrouillables, en fait. Enfin, qui sont très... indéboulonnables, comme des mythes, en fait. Et ce mythe-là, j'y ai souscrit. Et aujourd'hui, donc, je fais mon mea culpa dans le livre et en vrai, en disant que c'est un mythe essentialiste, en fait. Parce qu'en disant ça, tu sous-entends que les femmes... Alors, les femmes, c'est même pas le féminisme, mais c'est là qu'il y a un problème, en fait. Les femmes, essentiellement, sont plus à même de proposer un projet antispéciste viable pour le monde. Ce que je croyais vraiment, mais en fait, quand tu es biberonné à cette littérature, tu peux très vite avoir cette vision. Et il s'avère effectivement que les sociétés matriarcales, matrilinéaires, etc., ont des fonctionnements qui sont beaucoup plus basés sur le végétarisme. Donc, tu vois, il y a des faits, en fait, qui tendent à prouver ça. Mais encore une fois, dans une réception française 2020, à ce moment-là, c'était comme une théorie toute faite qui me donnait le soulagement que j'attendais, quoi. Ah, voilà, plus de contradictions, c'est bon, c'est cool. En fait, les mecs, c'est tous des chasseurs nés, en fait. Et nous, les nanas, en fait, on a été tellement assimilés à ces espaces de cuisine, d'alimentation, que instinctivement, en fait, on sait que c'est mal. Et donc aujourd'hui, je suis là, mais non, pas du tout. Non, je pense plus du tout ça aujourd'hui, mais je pense que ce paradigme est toujours extrêmement présent. Je pense que le prochain hotspot écoféministe, ça va être ça. Voilà, je fais une prédiction. Je pense que dans quelques années, ça va être ça, le prochain endroit prolifique, en tout cas, des écoféminismes et les relations entre féminisme et antispécisme et véganisme, et en fait, toutes ces intersections-là. Moi, je suis hyper contente de bosser dessus depuis aussi longtemps parce que du coup, j'ai d'autres perspectives, notamment décoloniales, qui viennent comme bouger beaucoup. Et oui, tu as aussi fait envoler en éclat pas mal de mythologies. Enfin, le véganisme serait un truc de blanche, par exemple. Ouais. Voilà, tu as aussi vachement travaillé aussi. Il y a un podcast, oui, il y a un épisode de Kif Taras avec Rokhaya Diallo et Grassley où t'en parles. Je recommande vraiment aux gens de l'écouter. Mais oui, c'est probablement la prochaine grande frontière, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, parce que les écoféministes, tu vois, ça reste large. C'est le vivant, le non-humain. Pour moi, il faut commencer à... Si on veut vraiment proposer un cadre de pensée politique écoféministe, en fait, il faut qu'on se spécialise, en fait. Pas trop non plus, mais tu vois, moi, j'attends les personnes qui vont se spécialiser dans la spiritualité, l'invisible, les morts, les relations aux mortes, comment enterrer, comment rendre hommage, les rituels, les personnes qui vont se spécialiser dans les animaux. Ça va être quoi, en fait, les pratiques... Parce qu'on dit antispéciste, mais ça veut rien dire, en fait. Parce qu'un monde sans meurtre animal, ok, mais ça ressemblerait à quoi en tant que féministe? Pas juste dans un système économique où on arrête de manger des animaux, en fait. Parce que ça, presque, je vais pas dire on s'en fout, mais ça va pas du tout régler. Socialement, en fait, ça n'a aucun intérêt.
Donc voilà, c'est un peu ces espaces-là très spécialisés. Je pense que là, dans les prochaines années, on va avoir toute une vague de chercheuses et chercheurs qui vont commencer à vraiment produire du contenu là-dessus. Et je serais hyper ravie de faire partie de cette espèce de génération-là. Mais pour ce mythe-là, en tout cas, les tueurs d'oiseaux et les mangeuses de feuilles, je crois que malheureusement, c'est la première vision en fait, que les gens ont de l'écoféminisme vegan ou antispéciste. Et récemment, Sandrine Rousseau, je crois qu'elle a parlé des barbecues, des trucs comme ça. Ah, aussi. bah ça tombe bien parce que c'était ma prochaine question. Je voulais qu'on parle de Sandrine Rousseau. Ok. Parce que, alors, autant il y avait une autre scène qui me venait à l'esprit, pour aussi expliquer, encore une fois, inciter les gens à lire son livre. Tu pars aussi d'une scène dans un restaurant, d'ailleurs, qui est un peu plus tôt dans le livre que ce chapitre, comme ça, où voilà, dans un restaurant, par défaut, on sait tous que le serveur va avoir tendance à donner le steak au mec et la salade verte à la meuf, quoi. Et c'est aussi là, dans ces endroits-là que tu viens chercher tout ce qui est contradictoire, tout ce qui est politique et tout, et c'est passionnant. Sandrine Rousseau. Alors, quelque part, j'ai relu l'introduction que j'avais faite à ta conférence au Carreau du Temple, et à l'époque, je me réjouissais, on était en pleine primaire d'Europe Écologie Les Verts, et c'est vrai que Sandrine Rousseau avait une énorme couverture médiatique, comme elle continue d'ailleurs pas mal d'avoir maintenant qu'elle est députée, et c'est vrai que d'un seul coup, je me réjouissais qu'on voit apparaître dans l'espace public le mot écoféministe qui, j'avais le sentiment jusqu'alors, était vraiment très niche et très réservé à nos milieux militants. Elle a au moins eu ce mérite-là, c'est de faire apparaître ce mot dans les médias et dans l'espace public. Mais t'as des mots assez durs à son sujet dans ton livre, néanmoins. Oui, alors j'aimerais vraiment dire, et ça je l'ai peut-être dit, peut-être pas assez dit, en fait j'ai rien contre Sandrine Rousseau en elle-même, en fait, en tant que... Après, qu'est-ce que ça veut dire en elle? Je veux dire, je ne la déteste pas personnellement, quand je l'entends parler, je suis pas en mode « Oh mon Dieu, c'est horrible, on devrait la faire taire ». C'est pas ça du tout, en fait. C'est plutôt ce que Sandrine Rousseau, peut-être, alors j'ai envie de dire à son insu, mais je ne le crois pas, en fait, c'est ça le truc, permet ou installe, ou... Qu'est-ce qui fait que quelqu'une comme Sandrine Rousseau peut avoir autant de place aujourd'hui, en fait? Moi, c'est ça qui me dérange. Moins que Sandrine Rousseau elle-même. Quelle configuration politique, en fait, on doit avoir pour justement attendre une personne comme Sandrine Rousseau qui nous introduise au mot écoféminisme, en fait? Et est-ce que c'est une bonne manière de le faire, du coup? Qu'est-ce que ça raconte, finalement, du monde que ça arrive par elle? C'est ça que tu... C'est ça, et qu'il y ait une telle, convergence ou cristallisation en fait autour tout ce qu'elle dit tous les jours, je vois des polémiques autour et je sais que c'est le jeu médiatique, etc., mais je pense aussi qu'elle se met dedans, je pense qu'elle est totalement consentante en fait à ça, et moi en fait je l'aurais pas, c'est pas du tout mon genre d'aller épingler les gens comme ça, dire mais en fait bizarrement on m'a associé à elle plusieurs fois, où on m'a dit, voilà, c'est comme Sandrine Rousseau. Et en fait, moi, ça me fait chier qu'on fasse ça, tu vois. Moi, j'ai jamais particulièrement parlé d'elle. C'est vrai que c'est intéressant parce que, et c'est marrant, ça m'a surprise en relisant ma conférence un an plus tard. Je disais, qu'est-ce que je disais il y a un an pour la présenter? Et c'est vrai que je te relis à elle. Et ça, je disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Mais je pense que c'est aussi comme si vous étiez deux, de têtes de comètes, de mouvements qui sont en train d'agir en parallèle, en fait, l'un dans le milieu médiatique et blanc et politique et institutionnel, et l'autre dans le milieu plus queer, underground, militant. Et finalement, vous incarnez peut-être deux droites parallèles de l'écoféminisme je sais pas, mais peut-être, tu vois, moi, intéressant. J'ai pas le pouvoir de dire qui a le droit d'être écoféministe ou qui ne l'est pas. C'est pas du tout mon rôle et ça n'a jamais été. J'ai pas du tout envie que ce le soit, mais il y a quand même quelque chose de... je sais pas, j'ai besoin de solidarité féministe, j'ai besoin de remise en question, j'ai besoin qu'on parle de décolonial, j'ai besoin qu'on se remette à sa place en tant que femme privilégiée, j'ai besoin de tout ça. Et en fait, Sandrine Rousseau ne me le donne pas du tout, donc je suis forcément méfiante, en fait, à son égard. Et c'est même pas contre elle, en fait, encore une fois, toute femme, toute personne qui joue le jeu du gouvernement, qui croit en l'État et qui... ça. En fait, ça, de base, en fait, pour moi, on est fondamentalement pas d'accord. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que juste parce qu'on est... Alors déjà, parce qu'on est des meufs, et ensuite, juste parce qu'on est écoféministe, on devrait être dans le même bord. Et ça, en fait, encore une fois, ça rejoue le mythe, en fait, des mangeuses de feuilles. Parce que, soi-disant, qu'on aurait cette espèce de connivence, tu vois, presque instinctive. Mais en fait, pas du tout. Moi, je peux considérer qu'un mec, vraiment, selon où je milite ou quoi, peut être plus proche de moi que Sandrine Rousseau. Et en fait, c'est juste, voilà, de casser ces espèces d'évidence-là pour dire que non, il y a des projets politiques que moi, je trouve dangereux. Je trouve dangereux de s'affilier à l'État d'une manière aussi décomplexée, ouverte, et en ramenant le mot écoféminisme, sans rappeler, en fait, son histoire radicale. Et en fait, quand je dis radicale, je dis beaucoup de décoloniale, en fait. Moi, c'est ça qui me manque principalement dans la bouche d'une personne comme Sandrine Rousseau, et qui n'arrivera pas, parce que c'est pas son rôle, c'est pas sa place.
Et on apprend tout le temps. Enfin, tu vois, je suis pas en train de dire, voilà, tu ne seras jamais. Enfin, mais il n'y a pas cette posture-là d'humilité ou d'autocritique et ça m'inspire pas du tout confiance. Mais en même temps, enfin, je vois qu'elle se fait défoncer tous les jours, en fait. Donc, tu vois, j'ai pas du tout envie de donner l'impression de la tacler, de la mettre encore plus bas, parce que c'est pas le cas. Elle a tout à fait le droit d'exister et de faire son truc, mais ne me demandez pas de m'affilier à elle d'une quelconque manière. C'est pas mon endroit. Genre, elle fait totalement ce qu'elle veut, mais ça n'est pas du tout mon endroit. Ça le sera pas a priori. Et je pense qu'au lieu de faire ça, en fait, on devrait au contraire braquer la lumière sur toutes ces personnes marginales qui œuvrent dans les écoféminismes et qui n'ont pas la couverture médiatique de Sandrine Rousseau, en fait. Moi, j'attends ces moments-là, en fait. Si vous vous intéressez vraiment à l'écoféminisme, dans ce cas-là, il y a d'autres personnes, en fait. Et puis tu rappelles aussi à plusieurs reprises dans le livre, et c'est important de le faire, et j'ai essayé de le faire aussi au Carreau du Temple, l'écoféminisme naît dans l'hémisphère sud. Ce sont des femmes pauvres et racisées qui sont les premières écoféministes, et ça, il faut le marteler. Jamais affiliées à l'État. L'État était contre toutes les structures étatiques néolibérales, que ce soit la Révolution verte en Inde, que ce soit le nucléaire en Amérique du Nord. En fait, ce sont des... J'en dis des lobbies, comme si les lobbies, tu vois, c'était un groupe extérieur. Non, en fait, c'est consubstantiel à la structure même de l'État, en fait. Et je dis pas qu'on peut pas faire des aménagements à l'intérieur. Hein. Si on n'avait pas eu ça, on serait pas deux meufs en train de parler, de faire un podcast là tout de suite, si des nanas n'avaient pas milité à l'intérieur de l'État pour qu'on ait plus de droits. Mais je pense que ça a vraiment ses limites et que le mot écoféminisme est insoluble, en fait, dans cet espace-là. Mais bon, je sais pas, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 1 an, on se retrouve et je pourrais revenir sur ces propos et te dire... Non, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant de souligner, encore une fois, voilà, les paradoxes qui peuvent résider, et c'est ni tout noir ni tout blanc, quoi. Il y a pas mal de choses qui s'entremêlent là-dedans. Mais je crois qu'il y a aussi une espèce de... Je sais pas, de message écoféministe qui dit oui, mais tout devrait cohabiter, c'est pas grave, vous êtes pas d'accord, mais en fait, non. Tu vois, moi, je suis pas dans un truc comme ça. Genre, potentiellement, Sandrine Rousseau, c'est mon ennemi politique, et en fait, à tout moment, je suis complètement prête à m'affilier contre elle s'il faut, en fait. Je suis désolée, et peut-être ça choque et c'est pas cool, mais en fait, l'ordre bourgeois, il est hyper violent, et je vais pas m'édulcorer, en fait, pour essayer de montrer patte blanche. En fait, c'est ça qui me fait chier. C'est que j'ai l'impression de devoir montrer patte blanche devant Sandrine Rousseau, alors qu'elle a pas à faire ça avec moi, en fait. Parce que moi, pour elle, ouais, c'est ça, je suis... Enfin, je sais pas comment dire, il y a moins ce mouvement de je dois montrer que je suis pas si radicale que ça, en fait. Et ça, déjà, je le fais dans ma vie, je le fais à l'université, mais je vais pas en plus le faire avec des gens de la politique, en fait. Genre, ça me paraît être trop. Genre, vous m'en demandez trop. Pas toi, mais c'est un peu ça que je reçois, en tout cas, comme message. Qu'est-ce qu'on fait de l'utopie ? Oh, waouh, ça, t'aimes bien terminer avec des questions comme ça. On la travaille, je pense. On la démystifie. Peut-être presque, j'ai plus envie d'utiliser le mot utopie. Parce qu'il est comme dans un horizon très lointain et très imaginaire. Pour moi, c'est pas... Ton utopie, tu peux tellement... Enfin, tu peux la vivre au quotidien. Enfin, au quotidien. Elle se matérialise, quoi. Que ce soit dans ton corps, dans tes désirs, dans tes imaginaires. Juste, je pense que même si on dit oui, mais tu dis ça, mais il y a des personnes pour qui c'est pas possible de penser l'utopie, qui sont tellement abruties par le travail, exploitées. Oui, ouais, je pense ça aussi. Mais je pense aussi qu'on a des espaces intérieurs de liberté et qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui peuvent activer ces espaces et qui ne le font pas. Et donc, à cet endroit-là, je dirais activer l'utopie, en fait, voilà. Et du coup, démystifier l'utopie pour qu'elle devienne une réalité. Au moins un endroit, au moins parcellaire, au moins 1 fois par semaine, tu vois. Les terres lesbiennes, au moins 1 fois par an, en fait. Va faire ça dans ta vie. Va dans une ZAD, allez, 1 semaine dans ton année, en fait. Et vois ce que ça te fait, et rentre chez toi avec ta famille, et vois ce que ça provoque. Et ça, on est déjà dans l'utopie, en fait. J'adore parce que dans les remerciements, tu remercies les personnes problématiques qui ont croisé ton chemin. Oui, j'adore les personnes problématiques. Moi, je suis très proche des personnes qui ne sont pas lisses et très correctes en termes de militantisme. Mais parce que même moi, je suis pas... J'ai fait des trucs pas très cool. Enfin, pas très cool, c'est pas super accepté. Enfin, tout ce que je raconte sur la classe, sur l'argent, sur la manière de s'exprimer, sur cette personnalité assez exubérante, et qui est en fait tout le contraire des normes militantes. Au contraire, on t'apprend plutôt à être humble, à te retirer, à laisser la parole. Et en fait, les personnes, et plutôt même les personnes problématiques, moi j'irais même plus loin, c'est celles qui dérogent à cet ordre-là, mais qui sont quand même marginalisées, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'elles ? Sous-entendu aussi, mais ça c'est bien un autre sujet que j'aborderai pas du tout ici, les personnes qu'on dit être cancel, les personnes call-out, toutes ces personnes-là, en fait, qui par leur problème... D'ailleurs, c'est un mot que je déteste, être problématique, parce que ça veut tout et rien dire, et je ne l'utilise pas au quotidien. D'ailleurs, tu le mets très ironiquement dans tes remerciements. Oui, voilà, clairement. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle pointe comme
incohérence du système militant et quel angle mort, en fait, elle nous force à tout à coup considérer. Et ça, je les remercie parce que si ces personnes-là n'avaient pas été sur mon chemin, je pense que j'aurais eu, tu vois, la belle théorie toute faite, comme j'ai dit au tout début. Et donc, elles ont comme brisé ça. Et ça, j'en suis hyper reconnaissante. Myriam, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi ? Intérieur, oui. Bientôt un vrai habitat, j'espère. Et ça évoque quoi pour toi, la poudre ? Waouh. La poudre à canon, la lutte, ouais, les explosions. Ouais, c'est ça que ça m'évoque. Évidemment. Merci beaucoup, Myriam. Merci. C'était vraiment chouette de t'avoir. Ouais, merci. C'était un plaisir. Merci. Merci à Myriam Bafou d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. À la prise de son, Marius Pruvost. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse à Paris. Un grand merci à l'équipe de la Cité Audacieuse de l'avoir permis. J'en profite pour vous rappeler que le studio La Poudre est un don que La Poudre a fait à la Cité Audacieuse afin de permettre à toutes les femmes et à toutes les personnes féministes d'enregistrer leur propre projet de podcast. Si vous êtes intéressé, il suffit d'envoyer un mail à la Cité Audacieuse. L'adresse est la suivante: solène@fondationdesfemmes.org. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.